أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kala Nozet, une guide de droit chemin. Comme nous l'avons dit la dernière fois, que l'écorce terrestre était composée de plusieurs couches. Et nous avons vu que du point de vue de sa composition, ce qu'il faut retenir, l'écorce terrestre est composée de trois principales couches. Nous avons au niveau de la couche supérieure, la couche terrestre, et après la croûte terrestre, nous avons le manteau, et ainsi de suite. Après le manteau, nous avons le noyau. Le manteau qui est subdivisé en deux couches, c'est le manteau supérieur et le manteau inférieur. Ainsi que le noyau qui est également subdivisé en deux couches, le noyau supérieur et le noyau inférieur. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que la croûte terrestre est la partie la plus rigide. La croûte terrestre, avec une partie du manteau supérieur, constitue une autre couche qu'on appelle la lithosphère. La lithosphère est la partie la plus rigide. Et en bas de la lithosphère, c'est-à-dire au niveau de une partie du manteau inférieur, constitue ce qu'on appelle l'asténosphère. Elle est liquide. C'est une couche qui est visqueuse, qui est lourde. Elle est en grande partie liquide. Et après l'asténosphère, nous avons la mésosphère qui se trouve, qui est la dernière couche, qui est la couche la plus liquide. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser principalement à la première couche qui est la lithosphère. Et au niveau de la lithosphère, on va constater que la lithosphère est la couche la plus rigide, c'est la couche qui est à la surface. Et quand nous retrouvons à la surface, lorsqu'une couche rigide est placée sur une couche qui est à moitié liquide, qui est visqueuse, qu'est-ce qui peut se passer? Si vous placez un morceau de bois sur un liquide, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ça va bouger. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, notre nouveau cours, c'est les mouvements subis par les éléments qui sont au-dessus de la lithosphère. Autrement dit, on parlera de plaques. Donc, notre nouveau cours sera comment les mouvements des plaques lithosphériques s'expliquent-ils. Pour comprendre le mouvement des plaques lithosphériques, nous allons émettre deux hypothèses qui sont peut-être que les mouvements des plaques lithosphériques s'expliquent à partir des zones volcaniques et des zones sismiques. Peut-être que les mouvements des plaques lithosphériques s'expliquent par les activités internes du globe terrestre. Pour répondre à cette préoccupation, nous allons étudier une carte qui montre la répartition des séismes et des volcans. Et au niveau de cette carte, je vais vous la présenter en même temps. Voici la carte lithosphérique. Voici la carte lithosphérique. Et cette carte lithosphérique, on devine aisément l'emplacement des activités volcaniques et sismiques. Et sur ce fait, nous allons simplement dire que la carte de la répartition des séismes et des volcans permet de constater deux phénomènes géologiques, c'est-à-dire les séismes et les volcans. Quel constat fait-on? On constate que ces phénomènes-là se localisent quasiment dans les mêmes zones et dans les mêmes régions géographiques. On dénombre trois principales zones sismiques et volcaniques. La première zone est la zone circumpacifique, qui n'est que la zone qui se situe autour de l'océan Pacifique, qui passe par la côte est de l'Australie et de l'Asie, puis par la côte ouest de l'Amérique.
Après la zone circumpacifique, nous avons la zone des dorsales océaniques. Ce sont des zones au fait qui se trouvent à l'intérieur des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Ensuite, nous avons la zone allant des Açores à la fosse de Java, en passant par la Méditerranée. C'est la zone qui est située à la limite du continent asiatique et du continent africain. Elle passe par la mer Méditerranée jusqu'à l'île de Java. Je reprends les trois zones sismiques et volcaniques, c'est-à-dire les zones, les séismes et les volcans se localisent dans trois zones principales, lesquelles nous avons la zone circumpacifique, la zone des dorsales océaniques et la zone qui part des Açores à la fosse de Java, en passant bien sûr par la Méditerranée. Comment peut-on expliquer ces résultats? Il s'agit simplement de comprendre que les fragments de la lithosphère sont appelés plaques lithosphériques. Je reprends. Les fragments de la lithosphère sont appelés plaques lithosphériques. Et de passage, je soulignais que la plaque lithosphérique n'est que la couche qui est située entre, la couche qui comprend plutôt euh, la croûte et une partie du manteau supérieur. C'est la croûte et une partie du manteau supérieur qui constituent la lithosphère. Et cette lithosphère-là comporte des zones où a lieu le séisme. À côté du séisme, il y a également les volcans. Et les séismes et les volcans se situent quasiment dans les mêmes zones, qui sont la zone qui se situe autour de l'océan Pacifique, la zone allant des Açores. Et je répète que les Açores représentent un groupe d'îles portugaises dans l'océan Atlantique. Donc la zone allant des Açores à la fosse de Java. Bien. Qu'est-ce qu'une fosse océanique? Une fosse océanique n'est autre que une dépression sous-marine profonde, plus ou moins longue et étroite. Je reprends, la fosse océanique n'est autre que une fosse sous-marine qui représente une dépression sous-marine profonde, plus ou moins longue et étroite. Les dorsales océaniques ne sont autres que, ou bien on pourrait dire que les dorsales océaniques constituent des chaînes de montagnes volcaniques sur des longueurs pouvant atteindre 60 000 à 65 000 km. Ces dorsales sont des zones d'émission de lave volcanique dont le refroidissement forme la croûte terrestre. Je reprends. Je disais tantôt que les dorsales océaniques représentent au fait des chaînes de montagnes volcaniques sur une bonne longueur qui peut atteindre 60 000 à 65 000 km et qui se retrouvent dans les océans. Donc, si on vous dit qu'il y a des montagnes dans les océans, est-ce que vous allez croire à ça? Voici la preuve parfaite. Ces dorsales-là sont les zones d'émission de lave volcanique. Autrement dit, il y a des volcans qui se trouvent dans les océans. Et le refroidissement de ces laves volcaniques-là permet de consolider ou bien former la croûte océanique. La formation de cette croûte océanique-là contribue à morceler la lithosphère. Je reprends. La formation de la croûte contribue à morceler la lithosphère. Alors que la lithosphère, c'est quoi? C'est la croûte terrestre avec une partie du manteau supérieur. Chaque morceau est ainsi appelé plaque lithosphérique. J'espère que tu me fais comprendre. Chaque morceau est appelé plaque lithosphérique. L'étude des plaques lithosphériques
nous montre tout simplement que il existe plusieurs plaques lithosphériques qui sont réparties à la surface du globe. Les principales plaques lithosphériques sont la plaque eurasienne ou encore eurasiatique. Il y a la plaque australo-indienne. Il y a la plaque africaine. Il y a la plaque pacifique. Il y a la plaque nord-américaine. Il y a la plaque sud-américaine. Il y a la plaque antarctique. Je reprends. Cette plaque, la plaque eurasienne ou eurasiatique, la plaque australo-indienne, la plaque africaine, la plaque pacifique, la plaque nord-américaine, la plaque sud-américaine, la plaque antarctique. Mais à côté de ces principales plaques, il y en a encore d'autres. Entre autres, nous avons la plaque arabique, la plaque des Caraïbes, la plaque de Nazca, la plaque des Cocos, la plaque des Antilles. Je reprends. La plaque des Arabiques, la plaque des Caraïbes, la plaque de Nazca, la plaque des Cocos, la plaque des Antilles. Donc, on va retenir qu'il existe une douzaine de plaques lithosphériques, parmi lesquelles certaines sont importantes. Donc, dans ce premier cours-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau du cours précédent, on a vu que le globe terrestre est constitué de plaques lithosphériques. Et ces plaques lithosphériques-là, le globe terrestre est constitué de différentes couches. Et ces différentes couches-là, nous avons d'abord la croûte. En dessous de la croûte, nous avons le manteau. En dessous du manteau, nous avons le noyau. Une partie de la croûte terrestre avec le manteau formant la lithosphère qui est la couche rigide. En dessous de la lithosphère, nous avons l'asténosphère qui est la couche semi-rigide mais plus visqueuse. Elle est visqueuse, elle est liquide mais elle est visqueuse, elle est lourde. Et en bas, et en dessous de l'asténosphère, nous avons la mésosphère qui est la couche la plus liquide, la plus profonde. Et si vous avez un solide qui est situé sur un liquide, vous verrez que ça va flotter. Mais avant d'étudier ces mouvements-là, on va étudier d'abord les plaques qui sont à la surface de la lithosphère. Et on a vu qu'il y a environ une douzaine de plaques. On les a citées, la plaque eurasienne, la plaque eurasiatique, la plaque africaine, pacifique, nord-américaine, sud-américaine, antarctique. Mais où sont situées? Pourquoi est-ce qu'il y a ces plaques-là? Comment ces plaques-là sont-elles à ces différents endroits? On a vu que, au fait, il y a des séismes et les volcans sont localisés dans des endroits précis. Et ces zones-là, il y en a 3. La zone autour de la zone pacifique, encore appelée zone circumpacifique, la zone allant des Açores à la côte de Java et la zone des dorsales océaniques. Et on a vu que les dorsales océaniques sont des montagnes qui sont situées des montagnes volcaniques qui sont situées dans les océans. Et ces dorsales-là sont des lieux d'émission de lave volcanique dont le refroidissement constitue la croûte océanique. Et la formation de cette croûte-là morcelle la lithosphère. Et chaque morceau de la lithosphère est appelé, plaque. Donc voilà ce qu'il faut retenir de façon générale. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.